Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons explorer deux affaires criminelles choquantes impliquant les escort girls. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de ces affaires, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. En 2013, Forrest Hayes avait 51 ans. Il vivait dans un quartier prestigieux de Santa Cruz, en Californie. Il travaillait comme l'un des cadres supérieurs de Google. Forrest Hayes est né et a grandi dans l'État du Michigan. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a été embauché en tant que gestionnaire chez Ford Motor Company. Puis, il a déménagé en Californie. Là-bas, Forrest a travaillé pour une entreprise spécialisée dans le développement de logiciels. Après un certain temps, il est passé chez Apple, puis a été embauché par Google pour un poste hautement rémunéré dans un endroit secret dont l'information n'est pas divulguée. Forrest avait une grande famille, une femme et 5 enfants. Ils vivaient tous ensemble dans une luxueuse maison d'une valeur de 3 millions de dollars située à Santa Cruz, à 1 heure de route du travail de Forrest. Il possédait également un magnifique yacht de 15 mètres appelé le Fugitif. Sa valeur était d'environ 200 000 dollars. Le yacht était équipé d'un système de sécurité fiable, comprenant des caméras de surveillance. Forrest ne lésinait pas sur son confort. Le yacht avait un plafond en cuir et un siège de capitaine d'une valeur de 8 000 dollars. Le vendredi 22 novembre 2013, Forrest Hayes est parti seul se détendre sur son yacht. Cependant, il n'est jamais rentré chez lui. Le lendemain matin, sa femme s'inquiétait de sa disparition et du fait qu'il ne donnait plus de nouvelles. Elle a demandé au capitaine qui travaillait sur le yacht de Forrest de le retrouver. Peu de temps après, Forrest a été retrouvé. Il était allongé dans la cabine principale, inconscient. Le capitaine a immédiatement appelé le service d'urgence, mais les secouristes arrivés sur place n'ont pu que constater le décès de l'homme et n'ont plus pu rien faire pour lui. Seulement 3 mois plus tard, cette nouvelle a fait la une des journaux. La police a gardé toutes les informations sur la mort du directeur de Google dans le plus grand secret pendant l'enquête. Sur les lieux de la tragédie, les policiers ont découvert 2 verres de vin. Les experts criminels ont découvert que les personnes qui les avaient bu avaient consommé des substances interdites. Ce n'est que 3 mois plus tard que les enquêteurs ont réussi à obtenir des images de vidéosurveillance du yacht et à découvrir les détails effrayants de la véritable cause de la mort de l'homme riche. Il s'est avéré que cette nuit-là, Forrest était en compagnie d'une belle femme aux cheveux foncés. Sur le corps de cette femme, on pouvait voir des tatouages. Forrest et la jeune femme ont bu du vin et ont également eu des relations intimes. À un moment donné, ils étaient simplement assis et discutaient. Comme il n'y avait pas de son sur la vidéo, la police n'a pas pu savoir de quoi ils parlaient. Ensuite, la jeune femme a sorti des substances de son sac et a commencé à les préparer pour une injection directement sur la table. Elle avait apporté tous les moyens nécessaires pour cette procédure interdite. D'abord, la jeune femme s'est injectée, puis elle a préparé une 2e injection pour Forrest. Il était assis à côté d'elle sur une chaise. Sur la vidéo, on pouvait voir que Forrest, en regardant la jeune femme, était un peu nerveux avant la procédure, mais il a quand même accepté cette action. Forrest a pris son téléphone portable et s'est dirigé vers l'endroit où il voulait qu'elle le pique. Immédiatement après la piqûre, Forrest a commencé à se sentir mal et a glissé lentement de sa chaise au sol. La jeune fille a essayé de l'aider, de le ramener à lui. Elle l'a tapoté le visage, a crié, l'a tenu la tête, a essayé de le relever, l'a frappé sur la poitrine, mais l'homme ne réagissait pas à ses actions. Elle n'a pas fait appel à l'aide et n'a même pas composé le numéro d'urgence. Au lieu de cela, cette fille s'est levée et a commencé à effacer toutes les preuves, à effacer les empreintes digitales, à ramasser tout ce qu'elle avait apporté. Forrest était toujours allongé par terre pendant ce temps, et elle se contentait de le contourner. Enfin, cette fille a fini son verre de vin, a baissé les rideaux de la cabine et s'est enfuie du yacht. Il ne s'était écoulé que 7 minutes entre la piqûre et sa fuite. Pendant ce temps, on aurait pu porter secours à l'homme, mais personne ne savait qu'il était en danger. Très rapidement, les enquêteurs ont découvert que Forrest avait un profil sur un site de rencontre.
C'est grâce à ce site qu'ils ont retrouvé la jeune fille qui avait vu l'homme vivant pour la dernière fois. Et il s'est avéré que c'était Alix Tichelman, une jeune mannequin de 26 ans. Le cadre supérieur de Google avait trouvé le modèle Alix sur un site assez secret, où les vrais noms sont rarement utilisés. Sur ce site, des hommes et des femmes riches cherchent des compagnons jeunes, désireux de passer du temps avec eux dans une ambiance romantique. Les hommes riches du site étaient appelés « Sugar Daddy ». Ils étaient prêts à payer beaucoup d'argent pour un simple rendez-vous sans intimité. Peu de temps après avoir commencé leur correspondance en ligne, Forrest et Alix se sont rencontrés à Las Vegas, dans un casino luxueux. Après la mort de Forrest, les enquêteurs ont commencé à surveiller le mannequin sur les réseaux sociaux, craignant qu'elle ne disparaisse. Sur l'un de ces réseaux sociaux, la jeune femme a annoncé son intention de quitter les États-Unis. En voyant cela, les enquêteurs ont rapidement mis en place une stratégie pour la rencontrer. Ils ont créé un profil sur le site web où elle avait rencontré Forrest et l'ont contacté frauduleusement pour organiser un rendez-vous. Au cours de leurs échanges, ils ont convenu avec elle d'une transaction financière à laquelle elle a consenti. Les enquêteurs ont alors transféré un prépaiement de $300 sur le compte d'Alix Tichelman. En réponse, elle a indiqué que cette somme était très faible et a ajouté que ses clients habituels étaient beaucoup plus généreux, payant généralement le double. 8 mois après la mort de Forrest Hayes, le 9 juillet 2014, Alix Tichelman est réapparue dans le comté de Santa Cruz pour rencontrer un autre Sugar Daddy. Son sac contenait à nouveau des substances illicites. Elle n'avait aucune idée de la façon dont ce rendez-vous se terminerait. Les policiers qui l'ont rencontrée à l'hôtel l'ont immédiatement arrêtée. Alix s'est mise à pleurer et à paniquer. Elle a été arrêtée et accusée de la mort de Forrest Hayes, ainsi que de fournir des services intimes contre de l'argent. À l'époque, Alix Tichelman, âgée de 26 ans, était en couple avec Chad Cornell, qui était éperdument amoureux d'elle et la considérait aussi belle qu'Angelina Jolie. Chad Cornell était un constructeur ordinaire, passionné de musique. Il ne pouvait même pas imaginer ce que faisait sa bien-aimée, et il a été très surpris lorsque Alix a été arrêtée. Le constructeur ne pouvait pas imaginer à quel point la vie de sa bien-aimée était sombre. Alix aimait se faire prendre en photo. Elle faisait la promotion de vêtements et se maquillait en direct, enseignant aux filles comment se maquiller correctement. Alix signait ses photos sur les réseaux sociaux comme « la plus cool danseuse exotique ». Par exemple, elle a légendé une photo montrant un tatouage sur son bras avec la phrase « La mort nous séparera ». Alix recevait souvent des appels lui proposant de travailler comme mannequin. Elle s'habillait magnifiquement, se maquillait et partait pour des séances photos. Alix gagnait environ $1000 par séance. Lorsque Chad a vu les nouvelles à la télévision concernant Alix, il est tombé du canapé sous le choc. Il avait toujours pensé qu'il serait avec elle jusqu'à la fin de ses jours. À ce moment-là, il a découvert des détails choquants sur sa vie secrète. Chad a raconté à la police qu'Alix était avec lui quelques heures avant le fameux rendez-vous avec Forrest Hayes. Elle lui avait dit que des amis de longue date l'avaient invitée à faire un tour en bateau à Santa Cruz et elle était partie. La nuit, Alix a appelé Chad et lui a dit que ses amis avaient commencé à consommer des substances illicites et qu'elle s'était enfuie d'eux. La fille était bouleversée pendant l'appel et même en pleurs. Quelques mois seulement avant son arrestation, Alix avait publié cette photo avec sa mère sans maquillage. Sur la photo, elle avait l'air d'une fille ordinaire. Mais qui est alors Alix Tichelman? Alix Tichelman est née et a passé ses premières années au Canada. Voici sa première photo de passeport. Ensuite, la famille Tichelman a déménagé dans la banlieue d'Atlanta. Son père était directeur général d'une entreprise technologique et jouait également au poker professionnellement. En 2008, son père a remporté un tournoi de poker et a reçu une grosse somme d'argent, environ $400,000. Les amis d'école d'Alix la considéraient comme une fille très intelligente, mais peu savaient qu'elle souffrait de troubles alimentaires et consommait des substances illicites. Lorsque ses parents ont appris cela, ils ont décidé de sauver leur fille. Les parents d'Alix ont alors transféré la jeune fille dans une autre école, mais le changement d'environnement n'a pas suffi à résoudre ses problèmes. Ses nouveaux camarades de classe ont raconté qu'Alix était très maigre, ne mangeait rien, restait silencieuse et ne parlait presque à personne. Des cicatrices étaient visibles sur son corps,
qu'elle se faisait elle-même. Ses parents ont à nouveau transféré leur fille dans une autre école, mais l'état d'Alix ne faisait qu'empirer. Elle continuait à expérimenter d'autres substances illicites. Après l'école, elle s'est inscrite à l'Université de Géorgie pour devenir journaliste, mais sa carrière dans ce domaine n'a pas fonctionné. Pendant ses études, Alix a commencé à travailler comme danseuse dans une boîte de nuit. C'est là que la jeune femme, alors âgée de 24 ans, a rencontré un homme nommé Dean Riopel. Il était beaucoup plus âgé qu'Alix et voulait l'épouser. Le couple était ensemble depuis plus de 2 ans, mais tout a changé en un instant. Dean Riopel, âgé de 53 ans, était propriétaire d'une boîte de nuit et ancien chanteur de rock. Il vivait dans un ranch où il possédait des dizaines de singes exotiques. Alix aimait ces animaux et les appelait ses bébés sur sa page Twitter. En septembre 2013, 2 mois avant la mort du millionnaire Forrest Hayes, Dean est décédé. À ce moment-là, Alix Tichelman était à ses côtés. Elle a immédiatement appelé le 911, signalant que son compagnon avait pris une substance interdite et était tombé par terre. À l'époque, la police pensait que Dean était mort d'une overdose, mais après avoir appris les détails de la mort de Forrest Hayes, les enquêteurs ont rouvert l'affaire de Riopel et ont estimé qu'Alix Tichelman aurait pu le tuer. Peu de temps après, une femme nommée Christina, qui avait travaillé avec Dean pendant un certain temps, s'est adressée à la police. Elle a déclaré qu'Alix pourrait être impliquée dans la mort de l'homme. Christina a raconté qu'en 2012, elle avait vécu plusieurs mois dans la maison de Dean et l'avait aidé avec les enfants et les singes. Dean avait plusieurs dizaines de singes sur sa propriété et prévoyait d'ouvrir un zoo à l'avenir. Christina a raconté que l'homme était vraiment amoureux d'Alix Tichelman. La seule chose qu'il n'aimait pas chez elle, c'était sa dépendance. Christina a dit que Dean ne buvait jamais et ne consommait pas de substances interdites. Cependant, l'ami d'Alix, au contraire, disait que Dean buvait beaucoup. Mais malgré tout, Alix l'aimait et était toujours là pour lui. 3 semaines avant sa mort, Dean Riopel avait offert une bague de fiançailles à Alix et lui avait fait une demande en mariage. Mais l'homme avait une condition. Alix Tichelman devait renoncer à la consommation des substances pendant 14 mois, et alors il se marierait la nuit d'Halloween 2014. Dean a alors payé le traitement d'Alix dans un centre de réadaptation, mais après en être sortie, la jeune fille n'a tenu qu'1 semaine. Le 7 septembre 2013, seulement 10 jours avant sa mort, Dean Riopel a vu une photo de sa fiancée sur un site de rencontre et a découvert qu'Alix Tichelman se vendait pour de l'argent et avait des rendez-vous secrets avec des hommes riches. Dean était furieux, il a commencé à se disputer et voulait expulser Alix de la maison, mais il ne l'a pas fait. Il essayait de comprendre comment ils pourraient continuer à vivre ensemble, car pardonner une telle chose n'est pas donné à tous les hommes. Dean a perdu le contrôle et a commencé à boire beaucoup. L'ami d'Alix, répondant au nom de Todd, pensait que c'est après cela que Dean a commencé à consommer des substances interdites. L'autopsie avait révélé que le défunt avait une dose mortelle de substances interdites, d'analgésiques et d'alcool dans le sang. 2 mois après la mort de son amoureux, Alix Tichelman a déménagé en Californie. Là-bas, elle a immédiatement fait la connaissance et a commencé à sortir avec Chad Cornell. Même après cette nouvelle rencontre, la jeune femme a continué avec ses anciennes habitudes. Elle a publié son profil sur un site de rencontre des escort girls. C'était le 30 octobre, et déjà le 2 novembre, Forrest Hayes a répondu à son profil et a proposé à la jeune femme de partir en rendez-vous avec lui pour $2500. Le 22 novembre, Alix Tichelman est allée à son rendez-vous avec Forrest. C'était leur 3e ou 4e rencontre. La jeune femme voulait simplement gagner de l'argent facile pour le dépenser en substances. Après s'être échappée du yacht, Alix ne se doutait même pas qu'on la surveillait et qu'on voulait la retrouver. Le 9 juillet 2014, elle a été arrêtée et placée en détention. Et ce n'est que le 19 mai 2015 qu'Alix Tichelman a comparu devant le tribunal. À ce moment-là, elle avait déjà passé environ 1 an derrière les barreaux. Sa vie de mannequin était révolue. La jeune femme risquait 20 ans de prison. Les avocats d'Alix ont affirmé au tribunal qu'elle n'avait rien fait de mal à Forrest Hayes. Tout s'était passé avec le consentement mutuel et la mort de Forrest était un accident malheureux. Alix a essayé de réanimer l'homme, l'a frappé à la poitrine, lui a donné des coups au visage, a essayé de le relever, l'a enlacé. On pouvait voir qu'elle criait. Elle était bouleversée,
mais elle n'a jamais appelé à l'aide, elle s'est simplement enfuie. Mais ce qui a choqué les avocats et les parents de la jeune fille, c'est qu'après quelques jours d'audience, elle s'est levée et a déclaré qu'elle se reconnaissait coupable de l'homicide involontaire de Forrest Hayes sur le yacht. Alix a également avoué qu'elle regrettait profondément la mort de l'homme et qu'elle ne le voulait pas. Alix a publiquement demandé pardon à la famille de Forrest Hayes. Finalement, Alix Tichelman a été reconnue coupable d'homicide involontaire. Elle a été condamnée à 6 ans de prison. Après l'audience, un autre événement choquant s'est produit. Le procureur a déclaré que la famille de Forrest lui avait dit qu'il n'avait jamais voulu accuser Alix Tichelman de la mort de leurs proches. Ses parents ne voulaient pas que l'affaire de Forrest soit rendue publique. Ils étaient horrifiés à l'idée que cette affaire soit portée devant les tribunaux et que tout le monde voit ce que Forrest faisait en secret sur son yacht, loin de sa famille. Mais il était déjà trop tard. Pendant ces années de prison, Alix n'a pas consommé de substances et est restée sobre. Elle a régulièrement communiqué avec sa famille et a beaucoup réfléchi à sa vie. Alix Tichelman, âgée de 30 ans, est sortie de prison le 29 mars 2017 et sa peine a été réduite pour bonne conduite. Le même jour, elle a été remise aux agents des services d'immigration et de douane. Le 7 avril 2017, Alix Tichelman a été déportée des États-Unis vers son Canada natal. L'affaire de son ancien amant Dean Riopel est toujours ouverte et en cours d'enquête. Agnès Accom est née en l'an 2000 en Hongrie. Alors qu'elle était encore à l'école, elle a rencontré un jeune homme nommé Peter Lennart, et bientôt leur union précoce a porté ses fruits. À l'âge de 16 ans, Agnès a donné naissance à un fils. Mais ni elle ni son petit ami Peter n'étaient prêts à être parents. Le couple n'avait pas d'argent et pas de conditions de vie appropriées pour l'enfant. Les grands-mères des deux côtés ont refusé d'aider à élever leur petit-fils. Leur fils a alors été placé dans un foyer. Agnès et Peter ont eu du mal à supporter la séparation d'avec leur fils. Ils ont pris une décision importante, déménager dans un autre pays, améliorer leur situation financière. Ils espéraient que leur enfant leur serait rendu. En 2017, Agnès Accom, âgée de 17 ans, a déménagé en Angleterre avec son amant. Ils se sont installés à Londres, dans le quartier de Cricklewood, ont loué un appartement bon marché et ont commencé à chercher activement du travail. Agnès a trouvé un emploi d'assistante auprès d'une personne qui fabriquait des cercueils. Peter saisissait toutes les opportunités et acceptait divers petits boulots. La vie à Londres n'était pas du tout le conte de fées dont le jeune couple rêvait. Il joignait les deux bouts, mais croyait fermement que tout allait bientôt changer. Le dimanche matin du 9 mai 2021, Agnès Accom, âgée de 20 ans, s'est réveillée et a dit à son petit ami Peter qu'elle irait travailler chez un croque-mort à l'agence funéraire aujourd'hui. La jeune fille s'est habillée, est sortie de la maison et s'est dirigée vers l'arrêt de bus le plus proche. En fin de journée, Peter s'inquiétait car Agnès n'était pas rentrée à la maison, ne répondait plus aux appels et n'était pas active sur les réseaux sociaux pendant la journée, bien que la jeune fille vivait avec son téléphone et ne le lâchait pas. Peter a appelé le croque-mort, mais il s'est avéré qu'Agnès n'était pas venue travailler. Le petit ami a tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Le soir du 9 mai, il a appelé la police et a signalé la disparition de sa bien-aimée. Les forces de l'ordre ont commencé les recherches. Ils ont contacté tous les membres de la famille et les amis proches d'Agnès, mais personne ne savait où la jeune fille se trouvait. Sa mère a raconté que sa fille l'avait appelée hier, le 8 mai, et qu'elle s'était disputée violemment au téléphone. Finalement, Agnès a même raccroché, refusant de parler à sa mère qui criait. La femme se trouvait en Hongrie et ne pouvait pas venir participer aux recherches de sa fille disparue. Les policiers ont découvert que la jeune fille avait arrêté d'utiliser les réseaux sociaux dès le matin du 9 mai. Agnès n'avait pas passé d'appel et n'avait pas utilisé sa carte bancaire. Le mardi 11 mai, 2 jours après la dernière apparition d'Agnès Accom, elle a été déclarée disparue et une recherche à grande échelle a été lancée. En examinant les données des opérations bancaires, il a été découvert qu'Agnès avait visité le café Costa, près de chez elle, à Cricklewood, le matin de sa disparition. Cela a donné aux policiers un point de départ. Les policiers ont examiné les enregistrements des caméras de surveillance près du café et ont trouvé des images montrant Agnès montant dans une voiture de location de couleur argentée.
Au volant de cette voiture se trouvait un homme âgé aux cheveux gris et en surpoids. Il a emmené Agnès dans le nord-ouest de Londres, dans une zone appelée Brent. Les policiers ont rapidement identifié le propriétaire de la voiture de location en vérifiant la marque et le numéro. Il s'agissait de Neculai Paisan, un citoyen roumain de 64 ans. Le 18 mai, 9 jours après la disparition d'Agnès Accom, la police s'est rendue chez Lennox Car Dealership dans le quartier de Brent, où la dernière position de la jeune fille avait été déterminée. Les policiers ont parcouru toute la zone, interrogé les employés, les habitants et les passants, dans l'espoir de trouver la moindre information sur la disparue. Les enquêteurs ont utilisé des drones pour inspecter toute la zone du ciel, dans l'espoir de trouver Agnès en vie. La police a réussi à découvrir que Neculai Paisan vivait réellement sur le terrain de la concession automobile. Il louait une petite maisonnette caravane aménagée à partir d'un vieux conteneur de transport. Neculai vivait seul dans la caravane. Il était venu en Angleterre depuis la Roumanie et travaillait comme chauffeur de camion à Londres. Dans son pays natal, l'homme avait déjà 4 enfants adultes avec lesquels il communiquait régulièrement par téléphone. Les habitants locaux décrivaient Neculai comme un homme calme et modeste. Il ne pouvait communiquer que par des gestes, car il ne connaissait pratiquement pas l'anglais. Le même jour, les policiers ont minutieusement inspecté la caravane louée par Neculai. Le logement de l'homme était verrouillé et aucun son n'était audible à l'intérieur. Les policiers ont ouvert la caravane et l'ont fouillée méticuleusement. Ils ont vérifié chaque objet à l'intérieur, ont inspecté le sol, les murs, le plafond et ont découvert des taches de sang que quelqu'un avait essayé de nettoyer avec diligence. Il s'est avéré que Neculai avait déjà déménagé dans un petit bâtiment voisin. Il a été découvert qu'il existait un passage secret entre l'ancienne caravane et la nouvelle résidence qu'il louait. Dans la nouvelle maison de Neculai, des traces de sang ont également été découvertes. Neculai est alors apparu sur le terrain de la concession automobile. Il a raconté qu'il se promenait dans la forêt. Lorsque les policiers lui ont montré la photo d'Agnès, Neculai n'a pas nié qu'il connaissait la jeune fille. Il a expliqué qu'il la connaissait depuis plus d'1 an et qu'elle se faisait appeler Dora. Les proches d'Agnès ont confirmé que la jeune fille se présentait parfois comme Dora et que beaucoup de ses connaissances à Londres l'appelaient ainsi. Neculai a raconté qu'il avait vu Agnès il y a environ 2 semaines. Elle lui avait envoyé un message sur Facebook le matin et lui avait demandé de la rencontrer. Il est passé la chercher dans un café du quartier où elle habitait. Ensuite, ils sont allés tous les deux sur le terrain de la concession dans une cabane que l'homme louait. Il a invité Agnès chez lui, elle est entrée à l'intérieur pendant 10 à 15 minutes. Neculai a expliqué qu'Agnès avait des problèmes financiers et qu'elle lui demandait encore une fois de l'argent ce jour-là. Selon Neculai, au moment où ils étaient dans la cabane, quelqu'un a appelé Agnès au téléphone et elle a dit qu'elle devait partir pour un rendez-vous avec un homme à Croydon, un quartier situé au sud de Londres. Après cela, Agnès a embrassé le vieil homme et a dit qu'il était temps pour elle de partir. Il lui a proposé de la conduire à l'endroit où elle devait aller et la jeune fille a accepté. Neculai a déclaré qu'il l'avait conduite jusqu'au supermarché près du Parc Royal. Lorsque les policiers ont demandé si Neculai avait des relations intimes avec Agnès Accom, il a répondu qu'ils avaient eu des rapports sexuels environ 10 fois au début de leur relation. Il a admis être très gêné par le fait qu'Agnès était trop jeune pour lui. La différence d'âge entre eux était de 44 ans. Au cours de l'entretien avec les policiers, Neculai a déclaré qu'il y avait de nombreuses caméras sur le terrain de la concession automobile et a demandé lui-même aux policiers de vérifier tous les enregistrements. Le sang trouvé dans la maison de Neculai a été envoyé pour expertise. L'homme lui-même est à nouveau venu au poste de police pour être interrogé en tant que témoin. Au cours d'une longue conversation avec les enquêteurs, Neculai a déclaré qu'il connaissait Agnès depuis environ 1 an et demi et qu'il la rencontrait périodiquement. Pour la première fois, il avait rencontré Agnès près d'un supermarché. Elle s'est approchée de lui et lui a demandé de la monnaie. Neculai a avoué qu'il avait pitié de la jeune Agnès et qu'il avait décidé de l'aider financièrement. Au début, il lui payait pour des relations intimes, mais ensuite, leurs rencontres sont devenues amicales. L'homme a raconté qu'Agnès pouvait simplement danser devant lui, le prendre dans ses bras, et c'est ainsi que leur rendez-vous se terminait. Il lui donnait de l'argent pour qu'elle prenne des photos osées. Il lui avait également acheté à plusieurs reprises des médicaments
et parfois des substances illicites. L'homme a été interrogé pendant 5 heures. Pendant ce temps, les enquêteurs ont eu le temps de visionner les vidéos des caméras de surveillance situées dans les locaux du concessionnaire automobile. Et voici ce qu'ils ont trouvé. Le 9 mai, Agnès Accom et Nekulaï sont arrivés sur le terrain de la concession automobile à 11h47. 2 minutes plus tard, ils sont entrés tous les deux dans une cabane louée par Nekulaï et ont fermé la porte. Agnès n'en est plus sortie. 40 minutes se sont écoulées. À 12h30, Nekulaï est sorti de la cabane. Des taches rouges étaient visibles au fond de sa main. Il s'est approché calmement du lavabo de la rue, s'est lavé, il a soigneusement enlevé toutes les taches, puis s'est lavé le visage. Ensuite, l'homme est retourné dans sa cabane. 3 heures plus tard, à 15h30, Nekulaï a transporté plusieurs gros sacs de l'immeuble voisin dans le coffre de sa voiture. Il était impossible de comprendre ce qui se trouvait à l'intérieur de ces sacs, d'après les enregistrements des caméras de surveillance. Les caméras ont également enregistré Nekulaï sortant du bâtiment avec quelque chose ressemblant à un manteau blanc appartenant à Agnès, que la jeune femme avait porté pour aller travailler le 9 mai. Après avoir chargé les sacs dans sa voiture, l'homme est retourné dans la cabane et y a passé le reste de la journée. Ce n'est que le lendemain matin, le 10 mai, que Nekulaï a déplacé les sacs noirs dans la poubelle et l'a roulé en direction d'un terrain de loisirs situé dans le quartier de Nisden. L'histoire racontée par Nekulaï aux policiers et les images qu'ils ont vues sur les enregistrements des caméras de surveillance ne concordaient pas. L'homme a été inculpé de meurtre. Il a été arrêté à la fin de l'interrogatoire et envoyé derrière les barreaux. Immédiatement après son incarcération, l'homme âgé s'est blessé dans sa cellule, après quoi il a été transporté à l'hôpital. Après y avoir passé plusieurs jours, il a été renvoyé en prison. Il s'est également avéré que Nekulaï avait déjà eu des démêlés avec la justice. L'homme avait été poursuivi pour fraude aux prestations sociales, diffamation et violation du code de la route à plusieurs reprises. Pendant ce temps, les recherches se poursuivaient pour retrouver Agnès Accom. Les policiers ont réussi à trouver un sac d'affaires appartenant à la disparue dans une décharge non loin de l'endroit où vivait Nekulaï. Le sac contenait son manteau de fourrure blanc, des chaussures roses, des vêtements et des sous-vêtements. Il y avait également une taie d'oreiller dans laquelle était emballée une scie sauteuse électrique tachée de sang. De plus, de longs cheveux décolorés étaient coincés dans l'outil. Les enquêteurs ont passé 4 jours à la décharge, fouillant environ 60 tonnes de déchets dans l'espoir de retrouver le corps d'Agnès. Tout le monde pensait que la jeune fille était probablement morte depuis longtemps. Les résultats de l'expertise médico-légale n'ont pas tardé à arriver. Le sang trouvé dans la caravane de la nouvelle maison louée par Nekulaï, ainsi que le sang et les cheveux sur la scie sauteuse électrique, appartenaient à Agnès Accom. Ayant suivi les déplacements de Nekulaï du 9 et du 10 mai, les policiers ont découvert que l'homme avait visité plusieurs fois le terrain de loisirs qui se trouve dans le quartier de Nisden. Les enquêteurs se sont concentrés sur cet endroit et ont commencé des recherches actives. Le corps d'Agnès Accom n'a été découvert par des chiens que le 14 juin dans la forêt de ce terrain de loisirs. À ce moment-là, plus d'1 mois s'était écoulé depuis la disparition de la jeune fille. Agnès était allongée dans une fosse peu profonde près d'un énorme vieux tronc. La jeune fille était enveloppée dans un sac en polyéthylène noir, recouverte de rondins et de branches sèches. Malgré le fait que le corps de la jeune fille se soit considérablement décomposé en 36 jours, les médecins légistes ont réussi à déterminer qu'Agnès Accom avait été frappée à la tête environ 20 fois avec une scie électrique. Cela a été la cause de sa mort. Selon le pathologiste, pour infliger de telles blessures, le criminel a dû appliquer une grande force. Nekulaï était beaucoup plus grand qu'Agnès. Elle mesurait 1,65 m, pesait 54 kg. La victime n'avait pas de blessure défensive. Cela indiquait qu'elle n'avait même pas essayé de se défendre. Le niveau de violence qu'Agnès avait subi dans les dernières minutes de sa vie était vraiment terrifiant. Il est impossible d'imaginer ce que cette pauvre fille a dû endurer. Quelques jours après la découverte du corps d'Agnès Accom, c'était son anniversaire. La jeune fille aurait eu 21 ans. Agnès a été incinérée en Angleterre et ses cendres ont été envoyées dans son pays natal. Et enfin, le procès de l'affaire a commencé. Au tribunal, il a été révélé que Agnès et Nekulaï
se connaissaient depuis 18 mois. Tout cela a été confirmé grâce à leurs appels téléphoniques et à leur correspondance. Au cours des 12 derniers mois, la jeune fille avait rencontré l'homme âgé 54 fois, y compris dans sa cabane sur le terrain de la concession automobile. Ils se voyaient environ 4 à 5 fois par mois. Lors de leur rencontre, Agnès se déshabillait devant l'homme et dansait pour lui. Le téléphone de Nekulaï contenait des photos explicites de la jeune fille que l'homme avait prises personnellement lors de leur rencontre. Le jour du crime, le 9 mai, Agnès avait envoyé elle-même un SMS à l'homme à 10 heures du matin et lui a demandé de la rencontrer. Il est venu la chercher dans un café près de chez elle et l'a conduite à sa caravane. Le procureur a fait valoir que les images montrant Agnès entrant chez Nekulaï représentaient les dernières minutes de sa vie. Pendant 30 à 40 minutes, l'homme a tué la jeune fille, puis est sorti dans la rue et s'est lavé le sang. Ensuite, il a transporté le corps d'Agnès dans des sacs noirs dans le coffre de sa voiture et le lendemain matin l'a emmenée dans une benne à ordures au terrain de loisirs où il l'a cachée sous des rondins. Il a jeté les affaires de la jeune fille dans une décharge proche et a tenté d'effacer les traces de sang sur le sol de sa caravane. On sait qu'après le meurtre, il a appelé son fils et lui a dit qu'il avait l'intention de retourner dans sa Roumanie natale. Le procureur a énuméré différentes versions de pourquoi Nekulaï a tué Agnès. Il y avait une version selon laquelle la jeune fille aurait peut-être refusé d'avoir une relation intime avec l'homme âgé, ou bien il était simplement fatigué du fait que la jeune Agnès lui demandait constamment de l'argent. Peut-être que Nekulaï était offensé d'être utilisé. Mais lorsque la parole a été donnée à l'accusé, il a raconté sa nouvelle version des événements de ce jour tragique. Au tribunal, Nekulaï a commencé à affirmer qu'Agnès Hakom était effectivement chez lui le 9 mai. Elle était venue chercher l'argent qu'il lui avait promis de lui remettre, une somme de 20 livres sterling. L'homme a raconté qu'Agnès lui avait préparé du café avec de la glace et y avait ajouté des substances interdites. À un moment donné, il s'est senti mal. Il a eu des vertiges. Il a perdu la mémoire. Agnès a essayé de lui verser une certaine substance liquide dans la bouche. Nekulaï ne comprenait pas ce qui se passait. Il a repoussé la jeune fille et est sorti dans la rue pour prendre l'air frais. Il a dit ceci au tribunal. C'était comme une sorte d'amnésie. Mon cerveau était embrumé, je ne savais pas qui j'étais, comment on m'appelait, ma tête ne fonctionnait pas correctement. Il prétendait s'être lavé les mains dans la rue, s'être rafraîchi le visage. Quand il est revenu dans la cabane, il a vu qu'Agnès était nue, allongée par terre, en position fétale, et ne montrait aucun signe de vie. Nekulaï a affirmé que la jeune fille s'était infligée elle-même de graves blessures et était décédée, et lui, pris de peur, pensait que personne ne croirait son histoire et a décidé d'emmener le corps de la jeune fille dans la forêt. En le laissant dans cette forêt, il espérait qu'Agnès serait rapidement retrouvée. Au tribunal, Nekulaï a avoué qu'il aimait Agnès comme sa fille. Il l'appelait princesse, petit ange, petit moineau. Elle l'appelait simplement grand-père. Nekulaï a raconté qu'il voulait simplement aider la jeune fille. Il lui donnait régulièrement de l'argent, lui achetait des médicaments et des substances. Il a affirmé qu'Agnès gagnait sa vie en se vendant à d'autres hommes. Selon Nekulaï, Agnès avait entre 15 et 20 clients par jour, et Nekulaï lui-même s'efforçait de rééduquer la jeune fille et de l'empêcher de se livrer à de telles activités. Les proches de la victime écoutaient avec horreur le discours de Nekulaï au tribunal. Ils ne croyaient pas un mot de ce qu'il disait, mais le fait qu'Agnès et Nekulaï se soient rencontrés pendant 1 an et demi s'est avéré être vrai. Peter Lennart, le petit ami de la victime, a raconté qu'après leur déménagement de Hongrie en Angleterre, ils avaient effectivement des difficultés financières, mais cela ne signifiait pas qu'Agnès avait pris des mesures extrêmes et avait commencé à gagner sa vie en se vendant. Malgré le fait que Nekulaï ait nié sa culpabilité jusqu'au bout, en affirmant qu'il avait seulement caché le corps sans vie d'Agnès dans la forêt, personne ne l'a cru. Tout le monde a considéré son histoire comme très absurde. En 2022, Nekulaï a été reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 22 ans. Au tribunal, l'homme n'a montré aucun remords. Il est connu que, même avant le procès, alors qu'il était derrière les barreaux, Nekulaï a été attaqué 3 fois par ses co-détenus en raison de la nature de son crime. Ok, chers abonnés, merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante.
Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.